tous. Oui, c'est vrai. Ah, ok. Donc, du coup, je disais bonjour à tous. Je vois qu'on est, oui, c'est vrai, effectivement, assez nombreux pour démarrer. Merci, Simon. Du coup, écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire du coup, dédié au Karakuri Kaizen. C'est vrai qu'en fait, souvent, nos webinaires sont quand même associés plutôt à des technologies qui permettent d'optimiser votre production et autres. Et souvent, on fait des benchmarks associés à des technos comme les cobots, comme l'impression 3D, la réalité virtuelle, l'IoT, etc. J'en passe. Mais en fait, on se concentre assez peu, et c'est vrai que c'est quand même des sujets qui sont intéressants sur la partie organisationnelle et les méthodos qui y sont associés. Et c'est drôle parce qu'en fait, pas plus tard qu'hier, on faisait le point sur les projets accompagnés depuis déjà presque un peu plus de 4 ans maintenant, et on a passé la barre symbolique des 200 projets accompagnés en 4 ans. Et justement, on a à peu près 20% des projets qui sont quand même associés à des sujets organisationnels. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est content, je dirais, de vous présenter quand même ces systèmes mécaniques astucieux. Alors, pourquoi on vous le fait aujourd'hui? Je dirais principalement pour 3 raisons. La première, c'est quand même que vous êtes assez nombreux finalement à chercher des solutions d'amélioration de vos flux de production. Et c'est vrai que je suis assez content de voir parmi vous, parmi les participants d'aujourd'hui, des sociétés avec lesquelles j'échange régulièrement sur ces sujets comme Renault, comme Bretagne Atelier, comme des gens comme Kuhn ou Manitou, mais aussi des plus petites structures comme, j'ai vu passer Antonin de chez Team, j'ai vu des gens de chez SAR, de Manivigier, Forvi. Donc du coup, je vois que c'est un sujet qui intéresse quand même aussi bien des PME, des ETI, mais que des grands groupes. Donc finalement, c'est un sujet assez transversal, ce qui est quand même intéressant. Euh, Aussi, je dirais, la deuxième raison, c'est que ça vous permet, souvent ro- enfin, vous voulez robotiser ou automatiser en tout cas un certain nombre d'opérations, et en fait, dans certains cas, des solutions plus frugales ou plus astucieuses, plus autonomes en énergie, ça vous permet malgré tout de répondre tout aussi efficacement à vos enjeux du quotidien, qu'ils soient environnementaux, sociétaux ou tout simplement de modernisation. Et enfin, parce qu'en fait, on touche à travers le Karakuri Kaizen, je pense que c'est ce qui se fait de mieux en matière de lean manufacturing, et que cette méthode, elle va vous permettre d'améliorer votre organisation tout en éliminant Mouri, Moura et Moudas. Mais je ne veux pas non plus spoiler l'intervention de nos experts. Et donc, du coup, pour ça, aujourd'hui, on est heureux d'ailleurs de recevoir Cyril Danet, qui est donc le gérant et fondateur de la société AIO, Bonjour à qui va tous. voilà, qui va donc en fait lui nous présenter plutôt la partie définition de concept, l'historique, et vraiment on va rentrer dans le dur sur la partie méthodologique. Et ensuite avec Jérémy, Jérémy Verger, pardon, de la société Manumel, on aura plutôt la partie illustration, non seulement à travers des exemples de Manumel, mais aussi des exemples que tu mettais en place au sein de la société Marelli. Donc, normalement, vous devriez repartir de ce webinaire avec quand même toutes les clés pour mettre tout ça en œuvre directement chez vous. Et après, de toute façon, vous saurez nous recontacter, soit nous, soit directement Cyril ou Jérémy pour aller plus loin. Donc voilà, écoutez, je vous laisse tout de suite la main. Du coup, Cyril, si c'est bon pour vous, normalement, on est calé sur tous les points techniques. Oui, on a un petit Donc on est aléa, bon. 2 minutes Voilà. avant, mais bon. Donc, J'espère normalement, on est bon. que... Donc, super. Alors là, voilà, on est bon. Pardon. Donc, Allez-y, allez-y. on va prendre pour mes slides. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Très bien. Mais bonjour à tous. Je remercie Idécar pour me donner la capacité de parler de Karakuri Kaizen, qui est un vrai sujet d'actualité avec la crise sanitaire qu'on connaît tous. Et cette recherche aujourd'hui qu'on constate de toutes les grosses compagnies ou les plus petites, ou tout citoyen, de recherche d'une neutralité carbone. Donc on est sur un sujet aussi d'actualité que nous avons eu la chance, nous, d'embrasser il y a maintenant 15 ans. Comme vous l'a dit Antoine, on va partager ce webinaire avec Jérémy Verger, qui a plutôt orienté son intervention sur 2 use cases, de façon à être complémentaire. Je ne vais pas vous présenter de use case, mais je vais plutôt vous parler de l'origine du Karakuri, de surtout pourquoi et comment ces équipements se sont inscrits finalement dans la stratégie de Toyota depuis donc maintenant 14 ans. Attendez, il faut que je me cale sur... Super, j'ai trouvé le bouton. Rapidement, qui sommes-nous, Donc, on est
une PME française, on est 80, on est pionnier leader dans ces systèmes mécaniques qu'on va vous présenter de façon plus détaillée. On travaille avec tous les constructeurs automobiles installés en Europe et les suppliers de rang 1 principalement, et bien entendu avec tous les secteurs d'activité qui sont liés à l'industrie d'assemblage. Vous savez, 75% d'une activité d'une usine reste une activité humaine, et donc le Karakuri s'y insère très, très facilement. Pourquoi l'industrie automobile? On travaille fortement à l'industrie automobile. Ça a toujours été une industrie très, très sensible à l'amélioration de la productivité, mais aussi des conditions de travail. Et elles s'inscrivent aujourd'hui toutes par rapport à la transformation qu'elles ont à faire dans un souhait et dans une démarche de neutralité carbone. Donc, nous, on a une expérience d'une quinzaine d'années. Moi, j'étais le pionnier en Europe à parler de Karakuri Kaizen et de faire émerger ce besoin chez les industries européennes. Voilà, on a été aussi, même mondialement, les premiers à exposer au Japon il y a maintenant plus de 10 ans. Parce qu'il y a une exposition qui est dédiée justement à ces systèmes mécaniques. Notre terrain de jeu est plutôt l'Europe, même si on a signé un contrat à Monde avec un supplier de rang 1 automobile et qui est présent dans 37 pays. Voilà, donc rapidement, voilà, c'est notre core business, même si on a développé aujourd'hui d'autres outils. On a créé la première base de données et la première plateforme pour décarboner l'industrie. On va retrouver tous ces équipements et on travaille sur tous les boucles intralogistiques, comme l'a précisé Antoine, en intégrant des IoT plutôt avec une démarche frugale aussi, qui fonctionne avec un réseau qu'on appelle LoRaWAN, qui est un réseau BADIBI, qui est booléen et eurodaté, de façon à ne pas encombrer les clouds et les data lakes de données qui ne sont pas forcément utiles, et pas forcément utiles, in fine, aux collaborateurs sur ligne, et donc de ne pas les surcharger cognitivement, c'est ce qu'ils ont à faire. Donc, vous pouvez me poser d'autres questions sur finalement qui sommes-nous, mais je pense que vous avez principalement les grandes lignes. Donc, je m'excuse par avance, je vous présente toutes mes excuses. La présentation, vous allez voir, il y a beaucoup de textes en anglais, ce qui vous obligera peut-être à m'écouter. Mais je vais commencer par une première vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas tous ces systèmes qu'on appelle les Karakuri Kaizen, c'est bien 2 mots. Je vous propose ce petit film qui retrace un petit peu l'origine, comme vous avez compris, par son nom qui est japonaise, et qui définit un petit peu ce que c'est. Donc, c'est un film qui a été réalisé et fait par Mazda, et vous allez pouvoir le retrouver bien sûr sur les chaînes YouTube. Voilà. Ça se retrouve assez facilement. Alors là, j'ai enlevé le son, sinon nous aurions la sonorité de la cérémonie du thé. Donc, l'histoire des Karakuri Kaizen, c'est d'abord une histoire de poupées automatiques qu'on appelait des Karakuri Dolls au Japon, qui a commencé donc une période de Edo. La période Edo, c'est début du XVIIe siècle, donc c'est 1600, 1800, fin 1850. Donc fin du 19e, où on a donc une poupée. La plus connue, c'est cette poupée qui sert du thé et qui est très typique et qui fonctionne avec une astuce mécanique qui est un système de ressort spiralé. Et quand on pose une tasse sur son plateau, la poupée avance. Et quand on enlève la tasse, bien sûr, la poupée s'arrête. Donc, l'ingénieur de Mazda explique l'astuce mécanique qui est inattendue et que cette poupée n'utilise aucune énergie électrique, pneumatique ou hydraulique justement pour se déplacer. Donc, si on faisait une analogie, ça serait peut-être, si vous voulez, dans les grands magasins parisiens en période de Noël, ces automates qu'on pouvait voir, nous, dans les vitrines. Voilà. Donc, c'est l'origine des Karakuri Kaizen. Attendez, je suis un peu perdu. Hop, si je fais ça, non, ça me relance, excusez-moi. Donc, c'est une origine. Moi, j'ai l'habitude de dire que le Karakuri Kaizen est le before and after bot, le robot d'autrefois et de demain, de par sa frugalité. Alors, je vais vous présenter un deuxième film, regardez rapidement, dans lequel on va expliquer un petit peu plus les bénéfices qu'on attend de ces équipements. Et puis, vous allez pouvoir découvrir également quelques réalisations. Voilà. Donc, AIO et ses clients essayent de réduire leur impact environnemental tout en améliorant leur productivité au travers d'équipements mécaniques appelés Karakuri Kaizen.
Ces dispositifs sont indissociables d'une démarche de lean manufacturing. Ils permettent de faciliter le travail de l'opérateur en diminuant les gestes ou les efforts. Ils se retrouvent souvent dans des boucles logistiques associées à des AGV et des solutions de Kanban. Les Karakuri Kaizen sont des équipements mécaniques qui fonctionnent uniquement grâce à la gravité ou l'élasticité des matériaux. De cette manière, nous contribuons à créer des boucles logistiques flexibles et green. Le Karakuri Kaizen ne fonctionne pas toujours du premier coup. Il nécessite souvent une succession de Kaizen pour améliorer sa robustesse. Le challenge n'est pas toujours facile, mais il procure un fort sentiment de réussite dans les équipes de production ou de Kaizen. Le développement de Karakuri Kaizen est avant tout du people development. Donc, on a pu découvrir quelques bénéfices, effectivement, de ces Karakuri Kaizen. Hein. Donc, vous allez voir, ça va bien au-delà d'un équipement et c'est justement pas un équipement. Hein. Donc, pourquoi aujourd'hui on met autant l'honneur de ce système Karakuri Kaizen que pas mal d'entre vous commencent à voir chez leurs clients, chez leurs fournisseurs ou qui en ont développé eux-mêmes, finalement, parce qu'il y a une approche très low-tech, très frugale et une approche de frugalité de low carbone émission, hein, donc d'émissions de CO2. Donc, les Toyota, hein, donc, comme tous les constructeurs automobiles, hein, si vous voulez, visent cette neutralité carbone. Et ils ont cet objectif depuis bien plus longtemps que les autres compagnies qui se sont exprimées récemment. Et la première keynote qu'ils ont fait sur ce sujet, sachant que c'est eux qui ont développé ce marché des véhicules hybrides, hein, c'est en 2015. À l'occasion de keynote, de présentation, ils ont présenté leur stratégie que je vais appeler green ou de sustainability, donc durabilité, qui s'articule autour finalement de 6 challenges. Il y a un challenge, donc des challenges aussi bien de produits que de process. Hein. Il y a un challenge qui est intéressant, c'est le challenge numéro 3. Et donc, sur ces différentes thématiques, on retrouve cette démarche de diminution des gaz à effet de serre, bien sûr, de lutte contre tout ce qui est méthane, tout ce qui est oxyde nitreux ou CFC5, c'est les chlorofluorocarbures. Si vous avez une démarche, je dirais, de préservation de la planète que vous connaissez certainement. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse s'intéresser donc au challenge numéro 3 pour regarder finalement eux comment ils ont fait émerger ce sujet-là et comment ils le traduisent notamment en choses très simples que sont les Karakuri Kaizen et qu'est-ce qu'ils recherchent exactement avec ces systèmes-là par rapport à ce qu'on pouvait percevoir au départ. Donc, vous allez voir ce qui est assez étonnant chez Toyota, c'est qu'ils arrivent dans un travail au quotidien à engager l'ensemble de leurs collaborateurs, à réfléchir un petit peu différemment leur outil de production et avoir une action finalement sur la planète. Le visuel que vous avez là, aujourd'hui, donc depuis 6 ans, vous allez les retrouver dans toutes les communications de Toyota. Vous allez dans leur usine, leur bureau, etc. C'est des logos que vous allez pouvoir retrouver. Hein. Donc, c'est quand même une démarche qui est plus historique que pour les autres constructeurs. Donc, qu'est-ce qu'ils entendent par zéro émission de CO2 ? Ils ont finalement décomposé en 2 grosses mesures. Hein. La première, c'est une vision différente. C'est une vision d'une usine plus petite, plus simple, plus proche de leurs clients, plus frugale, hein,
La seconde mesure pour atteindre cette zéro émission de CO2, c'est une démarche d'une recherche d'énergie renouvelable. Ce qu'ils disent clairement sur ce slide, c'est que cette transformation de l'origine ne passera que par la contribution des Toyota members, c'est-à-dire des collaboratrices et des collaborateurs de Toyota, et par le développement de leur ingéniosité à réaliser ces équipements que sont les Karakoe Kaizen non consommateurs ou avec une empreinte carbone plus faible que des équipements traditionnels. Donc, ce qui est, je trouve, assez différent par rapport à notre façon de réfléchir, c'est qu'eux n'ont pas eu ne pense pas à une martingale, une solution tout de suite pour avoir zéro émission de CO2 qui n'existe pas, mais ils s'appuient sur chacun d'entre nous et sur la sensibilisation de chacun des Toyota members pour justement arriver à cela. Donc, ce qu'on voit bien, si vous voulez, dans cette prise de conscience qui apparaît dans leur publication dès 2007, je ne sais pas si vous connaissez ce site de Toyota qui s'appelle toyotaglobal.com. Toyota indique sur chacun de ces métiers, de ces process, quels sont les points de changement qu'ils ont eu, qu'ils peuvent avoir. Et sur la partie manufacturing, donc si vous êtes intéressé, je pourrais vous transmettre le lien. Ils font, et plus particulièrement sur ceux-là qui sont sur l'assemblage, on peut voir que dès 2007, ils vont se préoccuper de regarder comment ils peuvent limiter l'utilisation de l'air, donc une énergie pneumatique, hein, dans les outillages, dans les équipements. Cela pour deux raisons. Pour améliorer donc leur capacité à modifier plus rapidement leur ligne. Donc, c'est lié à une démarche qu'on appelle aujourd'hui time to market d'un véhicule, comment je mets un nouveau véhicule rapidement en ligne, etc. Et donc, il faut que j'ai un outil de production qui soit finalement rapidement modifiable. Et effectivement, la modification des réseaux prend du temps, réseau d'air, réseau électrique, etc. Et que le système Karakoe Kaizen sont finalement une façon d'avoir un outil de production qui a en capacité à changer plus vite. Et donc, si je compare les usines Toyota dans les changements et dans le lancement de véhicules, vous pourrez constater qu'ils s'arrêtent rarement plus de 2 jours, alors que d'autres constructeurs vont avoir des arrêts d'1 mois, de 2 mois sur leur ligne de production. Ils vont aussi donc, comme je vous le disais, essayer de réduire cette empreinte carbone au travers cette énergie qui est l'énergie pneumatique, qui est très consommateur d'énergie, parce que, comme vous savez, le réseau d'air consomme, il y a beaucoup de fuites, et donc en termes d'émissions carbone, ce n'est pas une énergie qui est très bonne. Et donc, dès 2008, ils vont créer ce que j'appelle des dojos, des lieux d'apprentissage où ils vont essayer d'inscrire l'ensemble de leurs collaborateurs. Alors, je n'ai pas mis une photo, mais je pourrais vous en faire passer une. C'est-à-dire l'ensemble des fabricants, des opérateurs, des team leaders, des groupes leaders, et puis des fonctions méthodes, je vais dire plus généralement. Ils vont leur apprendre à faire ces systèmes mécaniques-là. Ils vont mettre en place un dojo central dans une usine de Motomachi, où l'objectif est de challenger les collaborateurs Toyota pour faire ces astuces mécaniques, pour réfléchir avec leurs mains à des équipements qui n'utilisent aucune énergie additionnelle. Donc, comme vous avez compris, ces systèmes-là fonctionnent avec de la gravité, des systèmes de mouflage qui sont des réseaux de poulies, des systèmes de contrepoids, bien sûr, etc., où on peut utiliser des aimants, comme vous allez le découvrir dans l'exposé de Jérémy. Alors, quel est le vrai point de démarrage du Karakuri au départ? Il n'a pas été finalement autour de la frugalité ni des émissions carbone. Vous avez déjà remarqué que le mot Karakuri Kaizen, c'est 2 mots, et que le deuxième mot est plus important que le premier. Le premier signifie l'astuce mécanique, le deuxième, le Kaizen, est voilà, que vous connaissez tous et qu'on vise tous finalement, c'est-à-dire comment j'engage mes équipes à une amélioration de la qualité de mes produits ou de mes lead time. Donc, comment donc finalement le point de départ, c'est comment
la finalité étant d'avoir un avantage concurrentiel et d'augmenter la productivité. Au travail, ils l'ont fait au travail un travail plus facile. Finalement, Toyota a insisté, les Karakuri Kaizen, on insiste sur comment on rend le travail de l'homme plus facile. Parce qu'un travail plus facile, moins pénible, est un travail où l'opérateur sera plus sensible à ne pas laisser passer des problèmes de qualité, bien sûr, et puis s'il est moins fatigué, l'opérateur, il sera bien sûr plus productif. Donc, c'est le point de départ des Karakuri Kaizen, hein, c'est ce souhait de rendre le travail plus facile et d'améliorer et de diminuer une pénibilité. Donc, c'est un point qui… c'est le point de départ essentiel avant, bien sûr, son utilisation comme un engagement pour réduire, si vous voulez, les émissions carbone dans une usine. Je sais qu'il y a quelques académiques qui sont inscrits à ce webinaire et effectivement, il y a une définition au Japon qui a été donnée du Karakuri Kaizen par un académique. Et notamment, il y a un syndicat professionnel qui s'appelle GIPM. Je ne sais pas si vous connaissez GIPM, c'est un syndicat professionnel qui aujourd'hui fait la promotion du Karakuri Kaizen, bien sûr, mais aussi qui a créé un outil qui est fort connu de tous, qui est la TPM. Et ils en font la promotion au niveau mondial. Et donc, ils ont suscité beaucoup de recherches et d'un engagement, si vous voulez, des académiques au Japon pour essayer de mieux comprendre la définition qu'on pourrait donner d'un Karakuri. Donc, comme vous voyez, l'objectif est de faire quelque chose de frugal, de simple, avec assez peu d'investissement, donc avec on va dire un low capex, un faible investissement, avec un ROI, un return on investment, donc un payback, un temps de retour qui est faible. C'est pour ça que l'industrie automobile est très intéressée. Et où l'objectif est de travailler, comme le disait Antoine en introduction, sur ce qu'on appelle le Muri, le Mura, le Muda, c'est-à-dire la overproduction, la surcharge, la variabilité et puis les gaspillages. Et de toujours développer ses collaborateurs. Donc la finalité du Karakuri, c'est ce souhait très fort de développer les gens et pas uniquement par de l'astuce mécanique qui allège la charge physique ou la charge cognitive de l'opérateur, mais développer les gens dans une compréhension de l'outil différente pour travailler sur ces trois thématiques que sont le Muri, le Mura et le Muda. D'accord ? Donc, comment j'ai une ligne de production qui a capacité à produire davantage de variabilité de voitures, etc. Donc, le Karakuri est aujourd'hui, comme je le disais, partout à l'honneur, à l'entrée de chaque usine, dans les musées, partout vous allez retrouver cette communication. Sur un film récent de Toyota, que vous pouvez découvrir, hein, autour de leur démarche qui s'appelle Econo-Ito, justement sur leur émission carbone, Toyota affirme que c'est devenu une TPS value, comme pouvait être le team building ou le challenge. Et donc, vous allez pouvoir découvrir qu'il y a ces deux mots qui sont venus en sus dans les TPS value, et parce qu'il fait appel à l'ingéniosité des collaborateurs. Leur team building, il y a cette notion de challenge qui est très fort dans la recherche d'une solution d'amélioration, et puis qui engage les gens dans l'amélioration de la compétitivité globale de l'entreprise, et puis qui suscite aussi on va dire, l'initiative green ou de réduction des émissions carbone au sein de chaque usine. Il y a un point qui est aussi intéressant, c'est le dernier point que j'ai écrit dans ce slide, qui est finalement un problème démographique que nous pouvons nous aussi avoir dans tous les pays développés, c'est-à-dire un vieillissement de la population, une population qui va travailler plus longtemps. En France, je ne vous ferai pas un dessin, mais il y a un large débat sur le départ à la retraite. Et donc, au Japon, ils ont une population très âgée qui les oblige à essayer d'intégrer plus de femmes à travailler sur les lignes de production. Donc, c'est une vraie démarche donc, de RSE. Et donc, c'est pour ça que le Toyota essaie de mettre beaucoup d'énergie dans ces systèmes Karakuri Kaizen.
Donc, c'est ce qui est toujours étonnant hein, de constater, c'est comment on traverse les équipements hein, que je vous ai rapidement introduit en vue de présenter les deux use cases, que Jérémy puisse nous présenter les deux use cases qu'il a fait chez Manity Maridi et puis chez Manuel. Comment Toyota arrive à développer chaque personne finalement, à faire du Kaizen finalement, et du Kaizen que je qualifie de green, et cela tous les jours. Voilà, comment ils ont engagé chaque personne dans la transformation de son outil, dans l'engagement d'une meilleure compétitivité, dans l'engagement d'une diminution de pénibilité, et ça de façon green. C'est vraiment une force qu'ils ont, qu'on arrive pas toujours ou très mal à essayer de faire de notre côté. Alors, je ne sais pas si j'ai tenu le timing parce que je sais qu'il y a du FAQ. Pour ma rapide introduction, moi, ça m'a permis de, finalement, je remercie Idé Forcar et Simon et Antoine pour ce webinaire qui m'a permis de poursuivre mon approfondissement et puis qui consolide, si vous voulez, ma conviction que ces systèmes mécaniques-là ont un vrai impact carbone. Ça me permet de diffuser plus largement, si vous voulez, ce souhait que nous avons certainement tous d'usines plus humaines, plus flugrales et puis surtout avec des émissions de CO2 plus faibles. Donc voilà, donc merci pour votre écoute et merci à IDF Orcar d'avoir été à l'initiative de ce webinaire. Puis je vais laisser la place aux questions et puis après à Jérémy et vous allez voir des vrais use cases. Cyril. Peut-être juste avant qu'on passe la main à Jérémy, j'ai quand même une petite question, Cyril. C'est sur la méthodo, le fond méthodologique. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Comment vous intervenez du coup au quotidien? Alors mon objectif n'était pas forcément de faire notre publicité. Donc nous, on a une courbe d'apprentissage qui est très longue. On fait ça depuis 15 ans. Et donc, ce qu'on conseille à nos clients, c'est tendre vers l'objectif. C'est pas qu'on livre clé en main des équipements, mais c'est les aider à engager leurs collaborateurs et leurs collaboratrices à faire ces équipements par eux-mêmes. Bien sûr, il faut une appétence un peu mécanique. Donc, souvent, dans les usines, vous avez des équipes qu'on va qualifier des équipes Kaizen. Et donc, nous, on forme ces équipes-là à un ensemble de pratiques mécaniques. On apprend aux gens à faire du mouflage. Et donc, on a une 50aine de formations pour les tuter, pour avoir un tutorat, si vous voulez, technique sur ces systèmes mécaniques-là. Bien sûr, on a aussi, si vous voulez, la capacité de leur livrer des choses clés en main, hein, chose qu'on fait très régulièrement sur des sujets un peu plus difficiles. Je crois que Jérémy va en présenter quelques-uns tout à l'heure. Mais l'astuce mécanique est toujours, une bonne astuce mécanique est toujours simple. Voilà. Et donc, notre offre de service est assez large. On a aujourd'hui créé la première plateforme pour décarboner l'industrie ou pour les grands groupes notamment. On leur permet de partager l'ensemble des plans, des vidéos qui sont faits sur une usine pour qu'une autre usine puisse reprendre l'idée et qu'il y ait une dynamique, si vous voulez, globale pour aller vers ces systèmes-là. Donc, notre champ est assez large. Hein. Oui, finalement, les équipements qu'on voit sur les vidéos, c'est un aboutissement de la formation, mais le principal sujet reste la méthode et la formation des équipes dédiées au Kaizen. Tout à fait. Ok, très bien. Voilà, c'est parfait. Merci. Merci Cyril. Du coup, Jérémy, si c'est bon pour toi, on va pouvoir enchaîner du coup pour illustrer les propos de Cyril sur quelques exemples que tu as à nous proposer. Allons-y. Super. Si c'est bon pour toi, on peut y aller. Alors, bonjour à tous. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. On n'est pas encore en vue, ça ne saurait tarder. En vue présentation. Hein. Voilà, là on est bon. Super. C'est bon? Ouais, c'est parfait, merci. Très bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jérémy Verger, je suis directeur des opérations chez Manehumel aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter rapidement l'entreprise Manehumel. On n'est pas là pour ça, mais pour que vous situiez un petit peu le secteur d'activité dans lequel on évolue. Donc, le groupe Manehumel, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe qui a à peu près 80 ans et qui a été, donc c'est un groupe allemand, qui a effectivement une grosse expérience dans l'industrie automobile,
et dont le cœur de business est de fabriquer des filtres pour les automobiles. Avec une grosse partie de développement aussi sur la filtration industrielle et sur la filtration sanitaire. Donc aujourd'hui, en quelques chiffres, Manuel, c'est 22 000 employés, 4 milliards de chiffre d'affaires, 130 millions d'euros d'investissement annuel en recherche et en développement, 2500 brevets, c'est important. Et voilà, alors, pour donner un ordre d'idée, on fabrique un filtre toutes les 26 secondes au travers de la planète, avec effectivement une grosse partie industrie automotive dans laquelle j'évolue, et puis un business qui est plutôt en développement sur la partie sciences de la vie et de l'environnement, avec des solutions de filtration d'eau, d'air, etc., etc. Alors, Manuel en France, c'est quoi? C'est deux sites. Il y a un site plutôt à vocation commerciale qui se trouve à Paris, et puis un site à vocation de production dans lequel j'évolue, qui fait quand même 140 millions d'euros par an. On est sur 700 employés avec le quarter, et puis tout ce qui est partie production, tout ce qui est partie R&D, les achats, etc., etc. Donc c'est un gros site qui livre à peu près tous les clients automobiles connus. Donc on est sur Peugeot pour une grosse partie de notre activité, Renault pour une très grosse partie de notre activité également. On travaille beaucoup avec Volvo, beaucoup avec Jaguar, et puis ensuite à peu près avec tout le reste de la planète. Donc les produits qu'on fabrique ici sont des produits qui nous permettent de gérer les fluides à l'intérieur du moteur, donc principalement l'air, évidemment la filtration de l'eau, la filtration des huiles. Donc vous avez des conduits turbo, vous avez des répartiteurs, vous avez des filtres, etc., etc. On a des solutions effectivement de filtration à grande échelle. Par exemple, le HVAC qu'on voit ici, qui est en fait un système de filtration, c'est la grosse colonne au milieu qu'on a testé par exemple dans les métros parisiens pour essayer d'avoir une qualité de l'air un peu supérieure. Il y a aussi des modèles plus petits que vous pouvez avoir chez vous ou dans des lieux publics. Les process qu'on a sur l'aval sont les suivants. On a beaucoup de machines d'injection, on en a 40. Donc ça va de 80 tonnes à 1300 tonnes de capacité en pression. On a des machines aussi qui sont capables de gérer l'injection de 2 matières différentes dans un moule. On a également une technologie un peu particulière qui est une technologie de soufflage de pièces plastiques. Donc là, on en a 5. Donc, on est capable de faire une diversité de produits assez importante sur site. On a également un gros atelier d'assemblage qu'on essaye de simplifier autant qu'on peut. On a une démarche de ligne qui est très ancrée sur le site depuis plusieurs années maintenant, avec effectivement des technologies diverses et variées qui vont, pour simplifier, du montage quasiment sur une table à la main, à des choses qui sont très automatisées et avec des rythmes de production très élevés. Donc dans ce contexte-là, on a besoin effectivement d'améliorer en permanence nos conditions de travail, puisque, comme l'a dit Cyril tout à l'heure, on est sur des populations en France qui ont tendance à vieillir et qui vont avoir de plus en plus tendance à vieillir dans les ateliers parce que effectivement on travaille plus longtemps. Et donc il faut s'adapter à ces contraintes-là pour rester productif et compétitif dans un marché qui est aujourd'hui clairement mondial. Alors, je vous ai préparé pour aujourd'hui deux exemples. Un premier exemple qui est issu de mon expérience avec Magneti Marelli, qui est aussi un équipementier automobile avec des contraintes fortes sur le marché automobile. On avait besoin dans cette usine de faire le lien entre une ligne d'assemblage de boîtiers électroniques et des quais de réception logistique. Et donc, on avait besoin de mettre en place un système automatisé. Donc, on a mis en place un AGV et autour de cet AGV, on a développé avec IO le concept de Karakuri Kaizen. Donc, ce qu'on voulait absolument, c'est d'avoir quelque chose d'ergonomique, de simple et de mécanique. On a refusé d'apporter la moindre énergie
dans la gestion de ce flux, en dehors évidemment de l'énergie de traction de l'AGV. Alors, je vous propose une petite vidéo, j'espère que ça va bien fonctionner. C'est parti, ça marche, c'est nickel. Alors moi, j'ai coupé le son parce que mes amis de chez Manity ont fait ça très bien, c'est très dynamique, mais ça ne me permettait pas d'expliquer en même temps. Donc l'AGV en lui-même, c'est cette petite chose qui ressemble à Wally, hein. L'objectif, c'est quoi? Donc là, on est dans la ligne de production, et donc on vient de terminer une pile de 4 bacs de boîtiers électroniques. Et là, l'opérateur qui est en face de vous, et qui est aussi le développeur, hein, de l'AGV local, hein, entre autres, vient appeler en fait l'AGV pour venir évacuer ces bacs. Donc là, on trouve notre AGV dans la zone logistique. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient prélever des composants pour le cycle suivant. Et vous remarquez qu'en même temps, il fait lever un petit élévateur sur la partie droite, où en fait, il vient évacuer en zone logistique les produits finis qu'il avait ramenés au coup d'avant, avec la petite patte que vous voyez en bas à gauche. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? On utilise l'énergie de l'AGV pour finalement actionner un petit système mécanique qui nous permet de monter la pile de bacs de façon à ce que ce soit préhensible à hauteur ergonomique pour l'opérateur logistique qui est de l'autre côté. Donc ensuite, l'AGV va partir vers la zone de production. Donc là, on est en zone logistique, donc on a accéléré évidemment le flux, hein, mais on peut considérer qu'il y a une centaine de mètres finalement entre la production et la logistique. Donc l'AGV, il est extrêmement simple, hein. C'est un tracteur un peu stupide qui suit une bande, hein. On voulait vraiment rester dans quelque chose de très, très basique, mais qui malgré tout est capable d'ouvrir un SAS, hein, puisqu'on travaille en atmosphère dirigée, hein. Il s'agit de production de pièces électroniques, donc c'est une salle blanche. Et donc avec le petit système d'ergot blanc que vous voyez sur la partie meuble, on va déclencher l'approvisionnement des composants et la récupération des produits finis. Ensuite, l'AGV va repartir avec son chargement de produits finis et terminer la boucle de l'autre côté pour alimenter en fait le rack de produits finis côté logistique. Donc une petite balade, hein, dans une belle usine, bien éclairée, bien propre, que j'explique avec une certaine fierté, je dois le reconnaître. Donc ensuite, on arrive effectivement dans la zone logistique. Vous avez peut-être remarqué la taille du rack, hein. Donc c'est relativement compact, mais il y a un certain nombre de contraintes qui sont liées à ce qu'on voulait en termes d'ergonomie. Donc là, l'AGV, il a apporté ses produits finis. Il va aller se mettre en attente du prochain appel de la TPS. Et puis, l'opérateur, lui, va commencer à charger en composant pour le cycle d'après. Donc, vous voyez qu'en fait, il peut déposer les bacs à hauteur ergonomique et il a un petit système d'échelle qui va nous permettre d'amener les composants finalement à hauteur de préhension de l'AGV, qui pour le coup est standard et est toujours la même. Donc, l'intérêt, c'est quoi? C'est d'arriver à faire des gains de productivité, ou en tout cas éviter des gaspillages en termes de productivité, en alliant à ça, évidemment, la contrainte numéro 1 qui est de travailler dans un environnement ergonomique, et tout ça avec un coût tout à fait maîtrisé. Alors, le deuxième cas que je voulais vous expliquer, alors, il n'est pas encore en place. Donc là, on arrive chez Emmanuel, hein, pour lesquels je travaille depuis 3 ans et demi maintenant. Donc la situation qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on doit empiler des bacs sur un roller pour mettre à disposition de l'atelier d'assemblage. Donc là, on est au niveau de l'injection. Donc on a développé un système de Kobo qui nous permet en fait de charger le bac automatiquement. Donc on a libéré l'opérateur du problème ergonomique lié au remplissage du bac. Donc ça, c'est un premier bon point. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est éviter les situations que vous voyez sur les photos où on a un opérateur qui est obligé de se pencher un petit peu en avant pour récupérer un bac de 8,5 kg, ce qui est une cotation relativement acceptable. Alors là, il y a un petit bug, hein, parce que j'ai utilisé une application gratuite sur Internet, mais malgré tout, voilà, on voit que la position n'est pas parfaite. Le plus gros problème, c'est qu'elle est obligée de poser le bac sur un roller qui est à 10 cm du sol, donc forcément, elle est obligée de se baisser. Alors là, on a un peu forcé le trait avec un dos complètement plié, hein. On connaît tous les gestes et postures, on sait qu'elle devrait plier les genoux, mais c'est dans la vraie vie, malheureusement, très souvent ce que font les gens. Et puis, le quatrième bac qu'on vient poser sur la pile, eh bien, lui, clairement, il est
beaucoup trop haut. On voit très bien les épaules de l'opératrice qui sont dans une position pas acceptable. Et donc, c'est ça qu'on voulait traiter. En plus de ça, ce sont des bacs qui font 8,5 kg, donc ce qui aggrave évidemment la pénibilité. Et puis, empiler des bacs, ce n'est pas forcément une opération avec une grosse valeur ajoutée. Et évoluant dans un milieu extrêmement concurrentiel, avec une main-d'œuvre à un coût élevé, on essaye de traquer au mieux qu'on peut les opérations sans valeur ajoutée. Alors, on a un travail qui est en cours avec IO depuis le mois de mai, où on essaye de créer un système d'empilage et de dépilage de ces bacs. Donc l'idée, c'est d'arriver dans la zone verte avec dans la zone bleue, pardon, avec une pile de bacs vides qui viennent se dépiler automatiquement et alimenter finalement un rack qui va mettre à disposition du cobo qui est au bout de la ligne les bacs vides. Donc le cobo va se charger de les remplir, mettre les intercalaires. Ensuite, actionner le petit ascenseur en partie noire qui va permettre de monter les bacs en hauteur, avec encore une fois un petit buffer qui nous permet finalement de ne pas venir trop souvent. Et au bout de ce buffer, un système d'empileur qui vient récupérer les bacs pleins et les mettre à disposition par pile de 4 au niveau de l'opérateur. Donc ça, c'est la première mouture qu'on avait évaluée parce que on voulait absolument quelque chose d'extrêmement compact en termes de surface au sol, mais ça créait d'autres contraintes en termes de hauteur. On s'est dit que pour la maintenance, c'était un peu compliqué d'évoluer dans un environnement aussi haut, parce que le karakuri, ça nécessite effectivement de temps en temps quelques ajustements. Il faut parfois retendre un câble, il faut parfois faire des ajustements en termes de poids, etc. Et donc, il faut que ce soit relativement accessible. Et puis surtout, ça nécessitait d'électriser un peu plus que ce que j'avais envie, la structure. Donc, on est parti sur un autre concept où on a, c'est ce qu'on voit en partie basse gauche, on a d'un côté l'approvisionnement et à côté, on a la sortie avec au bout le cobo. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'on gagne énormément en hauteur et on gagne en simplicité finalement au niveau de la construction. Alors, vu comme ça a l'air très compliqué, mais en fait, c'est un système karakuri qui est vraiment multifonction et qui fait beaucoup de choses très différentes. On a d'abord de l'empilage, on a du dépilage, on a du convoyage, on a effectivement de la translation. Et donc, pour faire tout ça, en fait, on a besoin de 2 petites prises électriques pour gérer uniquement la partie ascenseur et la partie descenseur. C'est un problème si vous avez bien vu sur la vidéo magnétique, Marelli, qu'on avait réglé en utilisant finalement l'énergie de l'AGV. Bon, là, dans cet environnement, il n'y a rien qui bouge à part le cobo. Et malheureusement, le cobo a un temps de cycle qui est trop saturé par rapport au takt time client pour que je puisse me permettre de lui faire autre chose. Sinon, on aurait utilisé l'énergie du cobo. Donc le flux, pour se donner une petite idée, il est le suivant. Donc, sur la partie gauche, on voit l'opérateur qui va venir alimenter avec une pile de bacs vides finalement le système de dépilage. Au bout de ce système de dépilage, on a un système de convoyage qui vient alimenter à la fin un pas carré dans lequel le cobo va venir remplir les pièces. Et puis, de l'autre côté, eh bien, on a un ascenseur qui nous permet de monter les bacs suffisamment haut pour pouvoir finalement les empiler, puisque les bacs empilés arrivent à peu près à 1,50 m. Et une fois que ces bacs sont empilés, on vient les faire glisser sur le skate en position finale. Et donc, à la fin, on se retrouve avec un opérateur qui vient une fois tous les 2 cycles. Alors, ce que j'appelle un cycle, c'est la production et l'empilage d'un roller complet. Donc, en fait, il vient aujourd'hui que toutes les 40 minutes. Il viendra toutes les 40 minutes, avoir à peu près 2 minutes de charge de travail. Là où aujourd'hui, on est sur une fréquence bien plus élevée, puisqu'on y va bac par bac et évidemment avec l'appréhension qu'on a réussi à supprimer. Voilà ce que je pouvais vous raconter aujourd'hui sur les cas d'emploi. L'intérêt que je vois, moi, dans le karakuri, c'est avant tout d'améliorer les conditions ergonomiques. Ça, pour moi, c'est l'intérêt numéro 1.
L'intérêt numéro 2, c'est de réaliser des gains de productivité. Et puis, ce qui est intéressant dans cette méthode-là, c'est que, comme disait le représentant de IO tout à l'heure, c'est des systèmes qui sont extrêmement frugaux, qui consomment très peu, voire pas d'autres énergies que finalement les énergies mécaniques. Et ça, c'est quand même très, très intéressant dans le monde dans lequel on vit. On peut avoir du coup une idée du coût à la grosse du dernier exemple, par exemple, que tu nous as présenté? Alors, En temps de développement, pas forcément qu'en coût financier, mais toi, alors moi, j'ai pas estimé le temps de développement parce que, en fait, ce qui est intéressant avec IO, c'est que on a un vrai service en termes de recherche de solutions. Donc, on travaille avec eux depuis mai et pour l'instant, il n'y a pas encore d'argent d'engager, hein. On est dans une démarche de recherche commune et ça, c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, on a estimé le coût total du projet à une vingtaine de milliers d'euros. Dans cette vingtaine de milliers d'euros, il faut considérer environ 15 000 euros de conception, de matériel, de mise en œuvre, hein. C'est du clé en main, hein, comme disait Cyril tout à l'heure. Et ce qui me paraît le plus important, c'est qu'en fait, dans la mise en œuvre, pour l'avoir fait chez Magneti Marelli, on a un vrai accompagnement sur le long terme, c'est-à-dire qu'ils ne partent de chez vous que quand ça marche, donc c'est intéressant, et que quand les gens ont compris comment ça marche et qu'ils sont capables de le faire eux-mêmes. Donc, pour revenir sur ta question, Antoine, du coup, dans les 20 000 euros, il y a quand même 5 000 euros de formation et d'accompagnement des gens. Donc, moi, je vais en profiter pour former effectivement mes techniciens process, mes ingénieurs à cette méthode-là, ici sur le site de Mané-Humel, de façon à ce que derrière, on puisse, pourquoi pas, développer nous-mêmes un certain nombre de karakuri un peu plus techniques que ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a déjà fait quelques karakuri basiques qui répondent à un certain besoin. Et moi, je voudrais aller un petit peu plus loin et faire des trucs un peu plus ergonomiques par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. Ok, ouais. Ouais, non, mais c'est intéressant de voir, c'est pas simplement en fait je dirais du jus de cerveau qu'on met en œuvre pour trouver des solutions simples, mais il y a quand même toute une méthode derrière auquel il est intéressant de former ses collaborateurs et pour finalement faire de la recherche de performance, même si c'est pas au sens productif du terme, c'est plus large que ça, quoi. Donc non, ça super intéressant. Merci beaucoup, messieurs. Bon, une fois n'est pas coutume, les questions se font rares, mais je pense que c'est parce que c'est clair. Mais en même temps, les gens peuvent aussi user du chat pour poser toutes vos questions. Je vois qu'on est quand même plus nombreux qu'au départ, donc c'est plutôt bon signe. donc voilà, n'hésitez pas, on peut prendre quelques minutes si vous avez des questions. Je sais pas, j'arrive pas à voir si les gens tapent ou pas sur la partie d'écran. Antoine, tu veux devoir en poser une. Du coup, oui, bah oui, c'est toujours. Mais enfin, moi, je viens d'ailleurs d'en poser une, mais moi, je trouve que c'était intéressant ces exemples que tu nous as montrés, Jérémy. Ça montre en pratique, même si c'est des choses simples, en fait, dans la réalisation, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et le fait d'être formé me paraît effectivement indispensable sur le sujet, quoi. Et des solutions frugales aujourd'hui, je pense que c'est quand même des solutions vers lesquelles les entreprises s'orientent beaucoup. Enfin, nous, on a souvent des questions sur ces sujets-là. Donc, c'est de plus en plus pertinent. Et le retour sur investissement, enfin, c'était vous qui le disiez tout à l'heure, Cyril, dans la filière automobile, c'est vrai que c'est un sujet qui est, comment dire, quand même prégnant. Donc, il faut maintenant limiter les investissements et avoir des ROI les plus courts possibles. Donc, il faut quand même bien sélectionner les travaux sur lesquels on s'engage. Tu as une question de Gaël Guégan à laquelle je veux bien répondre. Y a-t-il une base de connaissances sur ce sujet? Oui. Alors, je ne sais pas si je comprends. Je sais pas si je comprends bien la question. Qui a formalisé finalement un savoir là-dessus? Finalement, très peu de gens. Je dirais nous, où on a une courbe d'apprentissage depuis 15 ans en faisant ces systèmes-là, en recherchant plus de robustesse, comme l'a précisé Jérémy, et on essaie de la consolider pour la mettre au profit d'industriels plus largement. Par contre, la question qu'on a souvent, c'est quel type de personnes, quel type de fonction on forme nous chez nos clients
On peut former aussi bien des opérateurs, hein, des team leaders de ligne, que des polytechniciens qui travaillent dans un groupe, un grand groupe, hein, qui ont des fonctions plutôt dans une démarche lean. Donc, c'est assez large, hein. Et donc, par contre, le dénominateur commun, c'est qu'ils aient une sensibilité, on va dire, mécanique. Donc, c'est pas des gens qui, voilà, des Michel Morin, voilà, il faut un peu, on fait des rappels simples. Voilà, les formateurs adaptent leur discours, si vous voulez, au binôme qu'ils constituent. Voilà. Donc, je réponds à 2 questions et je t'aide, Antoine, justement là-dessus. Très bien. Très bien. Alors, non, moi, j'ai particulièrement apprécié ce webinaire. C'est vrai qu'il était plus didactique, je trouvais, que certains qu'on a pu faire. C'était très intéressant. Je remercie, messieurs. Du coup, je pense oui, alors, du coup, j'ai une question qui est extrêmement simple, mais oui, vous aurez accès évidemment à l'enregistrement de ce webinaire, comme d'ailleurs à l'intégralité de nos webinaires, et ce, quels que soient les sujets, directement sur notre page YouTube. Je ne sais pas si Simon, tu peux nous coller le lien de la page YouTube, mais sinon elle est assez simple à trouver dans Google. Et là-dessus, vous retrouvez l'intégralité des événements qu'on organise comme ça en version digitale. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà. Écoutez, on n'a pas plus de questions sur le sujet. Je pense que c'était suffisamment clair. Merci, un grand merci à vous, messieurs. Un grand merci, j'insiste. Et puis, écoutez, je vous souhaite écoutez, une bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup pour cette intervention. Et puis, écoutez, au plaisir, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ce sujet, à revenir vers nous ou à revenir directement vers nos interlocuteurs du jour. Voilà. Très bonne fin de journée à vous et à bientôt. Merci. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci.